Bonjour à toi qui nous écoutes. Bienvenue dans cet épisode de Sentez-vous bien, un podcast qui donne la parole aux personnes s'étant lancées dans l'aventure du doctorat et qui ont ressenti une souffrance psychique durant leur parcours. Notre but, libérer leur parole et déstigmatiser ces situations complexes en lien avec la santé mentale. Alors que tu sois un doctorat, un postdoc ou touché de près ou de loin par l'univers de la recherche, sois à l'écoute, car ici, on ne se taise pas. Si tu rencontres des difficultés ou que cette histoire te fait écho, n'hésite pas à demander de l'aide, t'adresser à des professionnels de santé ou services dédiés à ces problématiques. Gwendoline te confie aujourd'hui une histoire personnelle illustrant un cheminement embrumé et sinueux. À travers une surcharge mentale grandissante conduisant jusqu'à un burn-out et une anxiété chronique, Gwendoline te raconte de façon émouvante comment elle s'est sentie plongée avant de remonter et d'arrêter de se consumer. Des idées noires, voire suicidaires, y sont partagées. Ainsi, si toi ou ton entourage souhaite avoir un soutien sur ce sujet, le numéro gratuit national de prévention du suicide, le 3114, est à disposition. Si tu es prêt à découvrir ce nouveau témoignage, c'est avec plaisir que je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Gwendoline, et bienvenue dans cet épisode de Sentez-vous bien. Merci d'être venue et d'avoir accepté de te livrer parce que c'est pas un exercice très facile, donc je te remercie grandement d'être venue. Pour commencer un petit peu le podcast, avant d'entamer ton histoire, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter ou expliquer pourquoi et comment tu as fait une thèse ? Oui, alors donc rapidement, effectivement, je m'appelle Gwendoline. J'ai fait d'abord une licence, puis un master en LLCE anglais, donc langue, littérature et civilisation. Et sortie de là, on va dire que c'était pas du tout planifié. Au départ, je me suis dit non, mais je fais une formation courte, comme ça je ferai traductrice technique. Puis je me suis rendu compte au bout de ma licence qu'au final, j'adorais expliquer des trucs aux gens, qu'ils soient d'accord ou pas. Donc j'ai continué sur un master en me disant, si c'est ça, je vais voir pour devenir enseignante et de préférence enseignante à l'université. J'en ai discuté avec ma directrice de mémoire de l'époque, donc qui m'a supervisée pour mon M1 et pour mon M2. Et elle m'a dit, alors oui, mais en fait aujourd'hui pour faire une thèse, faut faire l'agrégation et si vous voulez enseigner à l'université, il vous faut une thèse et une agrégation. Donc qu'à cela ne tienne, je pars la fleur au fusil, sans vraiment réfléchir trop, en me disant, puisqu'il faut ça, on va le faire. Pas forcément très malin, j'en conviens. Donc j'ai préparé mon agrégation pendant 1 an, je l'ai eu du premier coup, joie, bonheur et honnêtement fumisterie, mais c'est pas grave, ce qui compte c'est que je l'ai eu. Et là, ont commencé les imprévus et les trucs pas forcément rigolos. Parce que je pensais pouvoir demander au moins 1 an après mon agrégation pour commencer ma thèse, ce qui n'a pas été le cas. Donc au départ, le plan était que je repousse quand même mon inscription en thèse le temps de faire mon année de stage. Sauf que j'ai été envoyée en stage dans un collège qui était une REP déguisée. Et ma tutrice m'a dit « Non mais commence ta thèse tout de suite, sinon tu vas faire une dépression nerveuse ». Effectivement, j'ai vite compris pourquoi elle m'avait dit ça, parce que le gros des cours, c'était empêcher les élèves de se tuer. Voilà, soit eux-mêmes, soit les uns les autres. Donc effectivement, j'avais désespérément besoin de me raccrocher à quelque chose à l'extérieur. Donc je suis allée voir ma directrice de mémoire qui a accepté de me faire commencer ma thèse. Et voilà, je me suis lancée, pas dans les meilleures conditions possibles, déjà. En y repensant, c'était probablement une erreur. Mais bon, voilà, à l'époque, j'étais en burn-out d'avoir fait l'agrégation en 1 an parce que c'est quelque chose qui demande énormément de travail et aussi qui est extrêmement dommageable pour la santé mentale. La pression est inimaginable. J'étais coincée la moitié du temps dans un collège où, honnêtement, quand j'avais pas de rapport à faire à la fin de la journée parce que j'ai un élève qui en a tapé un autre, qui a failli tomber par la fenêtre, etc., c'était exceptionnel. Et un centre de formation qui était à l'autre bout de la région parisienne. Voilà, côté santé mentale, j'étais déjà à plat. Très à plat. Mais au moins, être en thèse, ça me permettait de me dire que ça serait pas toujours le cas. Et voilà comment ça a commencé. Et pour ton entrée en thèse, du coup, ta directrice
de mémoire de l'époque, c'est devenu ta directrice de thèse aussi. Tout à fait. Voilà, ça me paraissait une bonne idée. Spoilers, non. Parce que je la connaissais, je savais comment elle travaillait et je pensais que ça allait être à peu près comme pour mes mémoires de M1 et de M2. Bon, dans les faits, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai été très largement lâchée en roue libre et je me suis retrouvée à creuser un peu dans tous les sens sans savoir vraiment que faire, où aller. Avec elle qui me disait systématiquement non c'est pas ça, non c'est pas ça, non c'est pas ça, mais sans vraiment me dire dans ce cas-là où est-ce qu'il faut que j'aille, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, enfin bref, ça n'a pas été forcément facile. Et je précise, probablement elle me l'a dit, mais j'étais peut-être pas à même de comprendre. Soyons honnêtes là-dessus. C'est vrai que tu as commencé du coup ta thèse avec une certaine fragilité, comme tu l'énonçais tout à l'heure. Du coup, tu as senti des difficultés dès le début de ta thèse ou comment les choses se sont produites ? Dès le début de ma thèse, je me suis sentie très anxieuse par rapport à cette dernière, très inférieure aussi à ce que je pensais devoir produire. Ce qui m'angoissait notamment, c'est que j'avais sur le papier un projet de thèse, mais dans les faits, encore une fois, je le bossais un petit peu le soir et le week-end quand j'étais pas trop fatiguée. Donc autant dire que ça n'avançait pas vraiment pour ma première année. On dit que ma directrice de thèse, c'est pas grave, la première année vous faites que lire, mais voilà, c'était quand même pas terrible. Et j'avais foncièrement l'impression que je patinais, mais sans vraiment à comprendre pourquoi, ni comment, et en étant très isolée, parce que j'avais pas accès à d'autres doctorants. Encore une fois, quand on travaille et qu'on est formé en même temps, les moments où on peut rentrer en contact avec d'autres doctorants pour discuter sont quasiment inexistants en fait. Donc pendant cette première année, c'était beaucoup d'isolement et de patinage. Oui, c'était isolement, patinage et dépression, parce que plus ça allait, plus je me demandais ce que je foutais là. Plus je fatiguais aussi, et plus je fatiguais, forcément moins j'y arrivais. La situation était absolument ubuesque au niveau de l'administration de l'ESP, donc le centre de formation, et de mon collège. Donc voilà, je me sentais très isolée, très fragile. Et le seul truc auquel je pouvais me raccrocher, qui était ma thèse, était plus une espèce de lueur de phare lointaine que quelque chose de concret sur lequel je pouvais m'appuyer pour construire quelque chose. Et tu parlais de dépression, tout ça. C'est quelque chose que tu as conscientisé toute seule sur le moment T où il t'a fallu du temps pour isoler quelques ressentis, pour dire ça? Alors je l'ai conscientisé, mais un peu a posteriori. Parce que au départ, quand on est dedans, avec la quantité de stress, etc., c'est dur de se rendre compte de ce qui se passe. Surtout avec le fait que quasiment tous mes camarades autour de moi étaient aussi dans des états dégueulasses. Tous les profs en formation qui étaient dans le collège, etc., n'en pouvaient plus. Les autres étudiants de l'ESP étaient épuisés aussi. Bon, je crois que je suis la seule à avoir éclaté en sanglots un matin. Donc, sur le coup, j'étais consciente que quelque chose n'allait pas. Mais tout le monde me disait, non, mais c'est normal, c'est la première année, t'en baves, ça ira mieux l'an prochain. C'est arrivé au point où j'arrivais plus à dormir la nuit parce que j'avais des douleurs dans les jambes à cause du stress. Donc, c'est quand même allé très très loin. Mais effectivement, du côté de l'éducation nationale, tout le monde s'en foutait en fait. Et du côté de ma directrice de thèse, elle me laissait, le champ libre, voilà. Donc, elle n'est pas vraiment venue checker, voir si j'étais en train de nager ou de couler à pic. Tu nous as donné quelques exemples. Est-ce que tu as d'autres symptômes qui te viennent en tête actuellement et que tu voudrais nous expliquer pour caractériser ton état à ce moment-là ? Éclater en sanglots, donc ça m'est arrivé plusieurs fois. Une espèce d'abattement continu aussi. J'étais relativement incapable de me réjouir de quelque chose. C'était vraiment un marasme constant et je me disais, faut que je finisse l'année, c'était tout ce qui comptait, mais j'arrivais pas à me réjouir ou à m'enthousiasmer pour quoi que ce soit, même pour les projets que j'avais montés. Dont j'aurais pu quand même être fière parce que notamment j'avais préparé une journée théâtre pour mes étudiants au collège. Côté santé, je pense que j'étais aussi pas mal fragilisée parce que j'avais des trucs qui m'arrivaient qui me sont jamais arrivés avant, qui me sont jamais arrivés depuis. Genre, j'avais des inflammations à répétition au niveau de mes piercings pour zéro raison. Et une fois que j'ai passé le cap, j'en ai plus eu, ça y est, c'est fini. Donc voilà, je pense que mon corps essayait désespérément de me dire que là, il était au bout du rouleau et qu'il ne tenait plus.
Bon, au moins j'avais la tête dans le guidon, donc j'avais pas non plus particulièrement d'idées noires ou de pensées suicidaires. Tu disais que ça, c'était pendant ta première année au début. Et comment s'est passée la suite? Donc j'ai quand même fini l'année. Voilà, me demande pas comment, parce que honnêtement, c'était vraiment n'importe quoi. Honnêtement, je pense que j'ai occulté pas mal de trucs. Mon passage devant l'inspecteur s'est très mal passé. Mais au final, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est parce qu'ils avaient besoin de profs. Mon stage a quand même été validé et j'ai été expédiée dans un lycée qui était plus proche de chez moi. Donc là, déjà, j'ai pu souffler un petit peu. C'était plus simple. Bon, même si j'avais beaucoup de classes, même si j'avais jamais enseigné en lycée, même si j'avais encore des problématiques qu'on n'est pas censé gérer en tant que professeur, mais qu'on gère quand même, ça n'a pas non plus été une année de tout repos. Mais j'ai quand même réussi à récupérer un petit peu. Et du coup, je me suis retrouvée un peu comme une idiote pendant l'année, parce que moi, mon point principal, c'était non, je souffle, je respire. Et là, ma directrice de thèse est revenue en mode, bon, vous avez l'air d'avoir du mal, donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire une présentation à un colloque. Même si ta deuxième année commençait différemment, où tu te disais je peux souffler un petit peu, je me rapproche de chez moi, t'avais quand même cette double casquette entre les problèmes de prof, entre guillemets, et aussi ta thèse à gérer, avec en plus des présentations que te demandait ta directrice. Donc elle m'a présenté ça comme quelque chose qui m'aiderait. Donc je me suis dit, bah oui, puisqu'elle le dit, quelle bonne idée. Ça a été un cauchemar, j'avais aucune idée de comment faire une présentation. Je me suis sentie, mon estime de moi-même a fait une chute vertigineuse, parce que, encore une fois, quoi que j'essaye de faire, c'était jamais assez bon pour elle. Elle a fini par écrire à moitié ma présentation, ce que j'ai vécu comme quelque chose d'extrêmement honteux. Et pareil, j'ai jamais réussi à rédiger l'article qui devait être publié ensuite dans les actes du colloque. À chaque fois qu'elle me disait quelque chose, je comprenais qu'il fallait que je recommence tout. Et bien des années plus tard, quand j'ai arrêté, elle m'a dit oui, mais en fait, il n'y avait pas grand-chose à corriger, mais vous recommenciez tout à chaque fois. Et j'ai eu ce blanc mental en me disant bah oui, parce que la façon dont vous me le présentiez, moi, j'avais l'impression qu'il fallait que je recommence tout. Donc il y a vraiment une espèce d'incommunicabilité qui s'est manifestée à ce moment-là entre nous. Et bon, j'aurais peut-être dû y être un peu plus attentive et quitter le navire avant qu'il ne coule totalement. Mais c'était encore très dur et c'était quelque chose que j'étais pas encore prête à faire parce que pour avoir tâté du lycée et du collège, je savais que si j'y restais, j'allais pas survivre. J'avais l'habitude de dire à l'époque que si j'y restais, j'allais me consumer dans les 5 ans. Parce que c'est quelque chose, mais vraiment, ça brûle ton âme. On peut pas être prof et juste bien traiter les élèves dans les conditions actuelles. Et ça m'a bouffé de l'intérieur. Je savais que je pourrais pas y rester, ou alors si j'y restais, il allait falloir que je prenne un arrêt de travail très longue durée pour dépression, très grosse dépression. Donc je me suis accrochée à ma thèse façon bouée de sauvetage en mode non mais il faut que je comprenne, et puis en plus j'avais jamais rencontré quelque chose avant que j'avais pas réussi à dépasser. Ça aussi, c'était un truc très difficile pour moi. J'ai pas une intelligence particulière, mais à force de travail, j'avais toujours réussi à faire ce qu'on attendait de moi. Et là, d'un coup, je me retrouvais face à ce truc. Je me disais, il faut juste que je travaille plus. En fait, non. Mais sur le coup, en deuxième année, c'est ce que je me suis dit. En fait, je suis très nulle, mais j'ai qu'à travailler d'arrache-pied et ça ira. C'est ce que j'ai fait par la suite. Alors, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu l'opportunité de partir pour 2 ans à l'étranger. Donc, pour un poste qui était très allégé, ce qui me laissait le temps de travailler d'arrache-pied, d'autant plus que ma directrice de thèse, je pense pour m'aider, mais elle n'est pas très très formée par rapport à la santé mentale, m'avait dit au moment de partir, écoutez, vous partez, vous réfléchissez et vous me dites si vous voulez arrêter ou continuer. Voilà, moi encore une fois, j'étais pas prête à arrêter, surtout que pour la première fois, j'avais du temps pour vraiment me consacrer à ma thèse, pour vraiment réfléchir. Donc je trouvais ça extrêmement injuste d'arrêter à ce moment-là. Pareil, j'ai relativement mal vécu cette remarque. Je me sentais, au contraire, enfin libre d'aller bosser ma thèse.
Oui, tu t'es dit c'est le moment où je peux enfin m'y consacrer. Voilà. Et effectivement, j'ai fait plein de choses, j'ai fait des présentations, j'ai changé le sujet de ma thèse pour quelque chose qui me paraissait beaucoup plus intéressant. J'ai participé à des colloques, enfin bref, ça a été 2 ans extrêmement bien remplis, que j'ai beaucoup apprécié, et où je me suis aussi un peu remise mentalement. Bon, pas de chance, cela dit. Si on pouvait faire sa thèse hors du temps, ce serait bien, parce que malheureusement, pendant qu'on fait sa thèse, la vie arrive. Et il m'est arrivé un petit truc à rebours, parce que j'ai pas eu une enfance très facile. Et en fait, pendant ma 2e année là-bas, j'ai appris quelque chose qui m'a complètement fait exploser mentalement. Ça m'a vraiment foutu en l'air. J'ai passé 2 jours à avoir l'impression que je marchais à côté de mon corps en train de me tenir pour pas m'écrouler. Et en plus, il fallait que je donne le change parce que j'avais des cours à faire, j'avais ma sœur qui me rendait visite, enfin c'était la grosse loose. Mais dès que j'ai eu un moment, j'ai filé chez un psy pour lui dire écoutez, là je crois qu'il y a un problème. Et c'est là que j'ai appris notamment que voilà, j'avais de l'anxiété chronique, un trouble anxieux généralisé, que j'avais aussi subi un burn-out. Ce que je décrivais comme une grande fatigue et comme un mauvais traitement, en fait, c'était un burn-out causé par justement la situation dans laquelle j'étais. Et que, oui, j'avais aussi eu une dépression, que j'avais l'air de m'en remettre, mais que, voilà, ça m'avait laissé des traces. Il était temps d'apprendre tout ça au bout de 4 ans. Et ça a été d'autant plus surprenant que, voilà, au départ, j'y suis allée parce que j'avais appris donc quelque chose sur le passé de ma sœur, qui me touchait de très près aussi. Et ça a fait comme une série de dominos. Le premier est tombé, a entraîné le second. Et au final, voilà, je me suis retrouvée à devoir regarder à l'intérieur de moi et à faire « Ah oui, non, en fait, ça va pas du tout ». Voilà, donc j'en ai parlé à ma directrice de thèse et je pense que là aussi j'ai fait une erreur parce que je lui ai dit que j'avais un trouble anxieux généralisé. Je lui ai dit que si ça ne la dérangeait pas, là, vu comment j'étais, il allait falloir de préférence adapter les choses. Ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Elle a pas compris, je pense. Et notamment, une des choses que j'avais demandé, c'était qu'elle m'envoie ses emails à des horaires définis, parce que sinon, quand on a de l'anxiété, on passe son temps à vérifier ses emails et on stresse de pas en recevoir et on stresse d'en recevoir et on panique, etc. Et elle, elle m'envoyait ses emails un peu quand elle avait le temps, quand elle y pensait. Donc ça me faisait des mini crises cardiaques à chaque fois, c'était vraiment pas plaisant. Maintenant, ça va mieux. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait d'avoir eu ces mots posés sur tes ressentis, qu'est-ce que ça a provoqué en toi? Est-ce que ça t'a rassuré ou au contraire paniqué? Alors, ça m'a plutôt rassurée, parce que justement, je me suis dit: «Ah mais en fait, c'est pas moi qui suis pas à la hauteur. J'ai un problème, c'est pas la même chose». En plus, dans le même temps, j'accompagnais une amie qui, elle aussi, était dans une série de diagnostics et pour la réconforter un moment, je lui avais dit: «Non mais tu sais, voilà, si tu te casses la jambe, on te met un plâtre. Si tu as un problème mental, tu vas prendre des médicaments, tu vas aller voir un psy, c'est l'équivalent». Donc elle m'a gentiment ressorti cette phrase quand j'en ai parlé, en me disant tu vois, c'est la même chose. Et j'ai bien dû admettre que oui, c'était vrai. Voilà, j'avais besoin d'aide. Là en plus, j'avais de la chance parce que j'étais dans un endroit où je pouvais recevoir de l'aide. Donc ça a été un gros soulagement et j'ai eu l'impression que je pouvais enfin justement commencer à me remettre. J'avais du temps pour me reposer, j'avais un suivi, donc ça allait quand même en s'améliorant. Et au niveau du suivi, c'était quel style de professionnel que tu rencontrais? Alors, d'abord, je suis allée voir une psychologue comportementaliste, je crois, qui m'a aidée pour tout ce qui était gestion des crises. Parce que on était tombés d'accord sur le fait que, là, j'allais avoir des crises pendant un bon moment, qu'il y a un certain nombre de choses qu'il allait falloir que je règle, mais que le temps que j'arrive à les régler, c'était pas une raison pour rester coincée chez moi, enroulée dans ma couverture, à ne pas pouvoir bouger. Donc, elle m'a appris à gérer mes crises, à détecter quand les crises allaient arriver. Ça a été extrêmement drôle d'ailleurs parce que on a eu cette fantastique discussion en mode mais vous avez des idées de suicide combien de fois par jour et vous avez des crises d'angoisse combien de fois par jour? Et j'étais là je sais pas, j'ai jamais compté, pas plus que la normale hein. Elle me fait oui la normale c'est 0. Ah OK.
Bon, ben, plus que 0, beaucoup plus que 0. Donc voilà, mais déjà, rien qu'en prenant ça en charge, en fait, en apprenant à connaître l'anxiété, ça m'a permis de démarrer beaucoup mieux parce que j'ai pris conscience aussi du fait que j'avais des limites que j'avais été entraînée à ignorer et que, bah voilà, quand j'outrepassais ces limites, forcément, j'allais plus bien. C'est fou, c'est incroyable. Voilà, ça paraît très con dit comme ça, mais pour moi, ça a été une révélation. Genre, ah bah oui, quand je me force à travailler 12 heures d'affilée sans pause, après le lendemain, je suis plus capable de rien. Et durant ces crises d'angoisse que tu mentionnes, si tu pouvais les décrire, comment tu pourrais les expliquer? Alors, pour moi, c'était lié à plusieurs choses attachées à mon vécu. Donc, notamment, j'avais des difficultés à respirer. Et j'avais des espèces d'hallucinations, si j'ose dire, où quand j'étais dans un état d'angoisse intense, j'avais l'impression que je rétrécissais pour, grosso modo, arriver à la taille et la corpulence que j'avais quand j'avais 7-8 ans. Donc voilà, j'étais une pauvre petite chose qui n'arrivait plus à respirer et qui était dans un monde beaucoup trop grand pour elle. Donc c'est assez vertigineux quand on vit ça, on comprend pas bien ce qui se passe et puis après quand on se remet, on se fait non mais enfin voilà, t'as vraiment un grain ma pauvre fille. Mais bon voilà, tout ça c'est lié à des traumatismes. Et donc c'était des crises, j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte, qui pouvaient durer vraiment très longtemps. Je pouvais passer plusieurs jours en crise d'angoisse. Mais parce que la crise d'angoisse, et c'était pas cataclysmique, j'arrivais quand même à fonctionner. Ça a beaucoup, beaucoup impressionné ma psy, parce qu'elle était là en mode, alors c'est fou, parce que normalement, vu le taux de stress que vous avez, vous devriez être au sol. Là, vous avez réussi à bouger, à venir jusqu'ici. Je suis admirative, mais on va quand même arrêter ça, parce que ça va vous tuer à la longue. Et elle trouvait que j'étais extrêmement résiliente pour le coup. Et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et à détricoter ça et à me rendre compte que, bah voilà, en fait, la grande majorité du temps, j'étais plus ou moins en crise d'angoisse. Et c'est pour ça aussi que, bah, au final, je suis passée à la médicamentation, parce que là, je pouvais pas fonctionner sans. Et là, j'en suis arrivée à un stade où on commence à la réduire. Et quand j'ai des mauvais jours et que je recommence à angoisser un peu longuement, je suis épatée. Je me dis, mais comment j'arrivais à tenir à l'époque avec autant de stress et d'angoisse et de pensées parasites? C'est fou. Parce que oui, ça, c'est aussi un truc qui m'a beaucoup étonnée quand j'ai commencé à me soigner. C'est de me rendre compte que une grande partie de mon énergie partait dans le fait de trier mes pensées parasites quand j'avais une crise d'angoisse, soit quasiment tout le temps. Et que je réfléchissais vachement mieux quand il n'y avait pas d'autres voix dans ma tête. Parce que du coup, tu analysais toutes les pensées et t'essayais d'en dégager quelques-unes? Voilà. Par exemple, j'allais à la bibliothèque pour travailler. Jusque-là, tout va bien. J'essayais à chaque fois d'avoir des petits rituels parce que les rituels m'aidaient à gérer l'anxiété. Et j'avais des pensées du genre mais j'ai pas ma place ici. Mais en fait, je gêne. Mais les gens, ils vont se rendre compte que je suis qu'une grosse fraude. Plein de trucs comme ça, et même des pensées intrusives sur des trucs qui n'avaient absolument rien à voir, du genre est-ce que j'ai bien fermé le gaz avant de partir, d'où l'intérêt des rituels. Parce que dans ce cas-là, je pouvais me dire oui, j'ai bien vérifié que j'ai fermé le gaz, c'est bon, j'ai fait mon rituel jusqu'au bout, et là, il y a la petite voix super énervante qui fait t'es sûr? Voilà, donc il y a une limite quand même à ce qui marche. Mais ça faisait tout un pataquès de voix qui n'arrêtait pas de me répéter en gros que j'étais pas à la hauteur, que j'étais incapable de me débrouiller, que j'étais un boulet, bref. Voilà. Quelque chose de très négatif et constant. Assez constant, oui. Ça s'est beaucoup amélioré. Et c'est vrai que le premier jour où je me suis aperçue que je pouvais fonctionner sans les entendre, parce que je les entendais depuis tellement de temps que je m'en rendais même plus compte. Enfin, je me rendais compte qu'elles étaient là, mais je croyais que c'était normal en fait. Je croyais que tout le monde avait plein de petites voix dans sa tête qui lui disaient des trucs négatifs. En fait, absolument pas. Et j'étais estomaquée. J'étais très estomaquée aussi quand on a travaillé là-dessus avec ma psy et qu'elle m'a fait identifier les voix et que j'ai fait « Ah, non, mais en fait, c'est normal, c'est ma mère. » Oui, donc je vais pas l'écouter en fait. Donc voilà. Et ça, pareil, ça a été une révélation, paradoxalement, que j'aurais pas pu avoir si j'avais pas fait ma thèse et si j'étais pas partie à l'étranger. Toute l'ambiguïté de la chose, parce que j'étais toujours en train de creuser un échec, mais quelque part, ça m'a permis de survivre, vraiment de survivre, pour le coup. Tu
tu disais que la psy, ça t'avait aidé, que tu avais eu des médicaments. Du coup, les médicaments, tu allais voir plus un psychiatre, c'est Oui, ça? Est-ce tout que à tu as fait. d'autres professionnels que tu as rencontrés ou c'était les deux Non, principaux? c'était les deux seuls. Et là, donc, je vois plus que le psychiatre pour les médicaments parce que maintenant, je sais tout à fait régler mes crises d'angoisse au quotidien. Et on a même entamé une diminution des quantités de médicaments, donc c'est plutôt positif. Effectivement, je fais beaucoup moins de crises d'angoisse. D'ailleurs, si j'avais accepté de participer à ce podcast il y a ne serait-ce que 2-3 ans, rien que le fait que mon bus ne passe pas, j'aurais probablement été malade. Là, j'étais un peu irritée, mais j'ai pas passé mon trajet à stresser, enfin pas pour ça, parce qu'un podcast c'est quand même assez intimidant. Voilà, et je vais ressortir d'ici, je vais pas être complètement épuisée parce qu'il m'aura fallu toute mon énergie mentale juste pour pas m'écrouler. Jusque-là, je tiens le bon bout et moi, ça me réjouit énormément. Je te rassure, tu t'en sors très très bien. Merci. Tu disais que tu avais une charge de travail qui était réduite parce que du coup, tu étais à l'étranger à ce moment-là quand ce suivi a commencé. Et tu as eu des périodes d'arrêt maladie ou tu as toujours continué à avoir ce travail fixe? Non, j'ai pas pu avoir de période d'arrêt maladie. En même temps, c'était pas plus mal parce que à ce moment-là, mon travail était vraiment très léger et très agréable. Donc, ça me permettait aussi d'avoir un point positif, du coup, que je pouvais apprécier. Donc, c'était un point fixe dans le temps, déjà, ce qui était très important pour moi, et qui m'apportait vraiment beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir, parce que j'adore enseigner les langues. Voilà, il y avait quand même un intérêt au fait que je continue à enseigner à ce moment-là. Mais j'aurais pas pu le faire dans les conditions des années précédentes. Et au niveau de ta thèse, ça te provoquait aussi du plaisir à la continuer? Oui, pour le coup, parce que donc j'avais changé de sujet, je découvrais des choses, je commençais à en parler un peu autour de moi et j'avais des gens qui étaient intéressés. Donc ça faisait très plaisir de voir qu'enfin j'arrivais à quelque chose, ou en tout cas j'avais l'impression d'arriver à quelque chose, que justement je découvrais des éléments que personne n'avait forcément mis en relation ou personne s'y était intéressé avant. Donc il y avait un espèce de côté assez montagne russe. Parce que d'un côté, j'étais ravie, ça me faisait très plaisir, et de l'autre côté, dès que je checkais avec ma directrice de thèse, ça n'allait pas, c'était pas bien, il y avait un truc que j'avais mal fait, j'avais pas compris, etc., etc. Donc c'était quand même relativement dangereux pour ma santé mentale, mais voilà, j'avais quand même envie de continuer, et je trouvais personnellement que je progressais, donc voilà. J'essayais de prendre le positif et de m'adapter pour le négatif. C'était un peu une bouffée de compliments et de positivité. Et entre-temps, tu avais ta directrice de thèse où ça se passait pas forcément super bien. Voilà, et c'est pour ça aussi que c'est là où ça a vraiment commencé. Chaque fois que je recevais un email d'elle, j'avais une crise d'angoisse. Donc c'est pas vraiment la meilleure idée pour bien fonctionner dans une thèse quand on se tape une crise d'angoisse juste parce que le nom de son superviseur apparaît à l'écran. Voilà. Et il y a vraiment ce côté très contrasté, parce que autant d'un côté, donc, j'avais vraiment l'impression que moi je faisais du mieux, et quand je lisais ces commentaires, en fait, j'avais l'impression que j'avais reculé. Voilà. À ce jour, je ne sais pas vraiment quoi et quoi, sans doute un peu des deux, mais bon, voilà, mais il n'est plus vraiment temps de se pencher là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu avais tes montagnes russes? Tu as quand même continué ta thèse. Jusqu'à quel point? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par la suite? Alors, oui, j'en avais discuté avec mon nouveau psy, parce qu'entre-temps, je suis revenue en France, parce que j'avais un contrat de 2 ans, les 2 ans sont passés. J'ai trouvé un poste d'ATER à l'université, et mon psy m'avait dit, écoutez, je vous conseille de continuer à travailler sur votre thèse, parce que pour le moment, ça vous apporte du positif. Moi, j'étais plutôt d'accord. En plus, j'avais ma directrice qui me renouvelait pour avoir ce poste d'ATER, du coup, j'étais super contente. Oui, parce que du coup, pour le poste d'ATER, tu dois avoir une validation de ta directrice de thèse, Oui, c'est ça? tout à fait. Il faut une lettre, et même pour se réinscrire en thèse tous les ans, parce qu'en fait, au départ, je m'étais inscrite sous l'ancien régime, sous lequel je pouvais prendre autant d'années que je voulais pour faire ma thèse.
Mais juste l'année d'après, tout a changé. Les nouveaux inscrits n'avaient plus le droit qu'à 3 ans et l'université a commencé à faire pression pour dégager tous les gens qui mettaient trop de temps à finir leur thèse. Parce que c'était pas bon pour les chiffres, parce que apparemment ça donne une mauvaise image de l'université, bref, de la politique. Et ouais, j'étais un peu... voilà, je me sentais un peu prise entre deux feux parce que je voulais rien d'autre que la terminer. Mais d'un côté, j'avais l'impression que je devais courir un peu après ma directrice de thèse pour avoir des retours, qui en plus étaient systématiquement négatifs. De l'autre, moi j'avais toujours travaillé en même temps que je faisais ma thèse, donc ça me paraissait quand même injuste d'avoir cet effet de Damoclès au-dessus de la tête. D'avoir cet épée de Damoclès que peut-être cette année on va me refuser de continuer ma thèse parce que ça fait trop longtemps. Ça faisait beaucoup de choses qui se mélangeaient et qui me plongeaient dans l'incertitude et j'essayais quand même d'avancer coûte que coûte en me disant bon, on verra bien, essayons. À ce rythme-là, en fait, j'ai une chance. Et bon, malheureusement, au final, non. Mais je suis une grande optimiste. Parce que du coup, tu as continué ta thèse en jonglant entre à terre, du coup, et doctorante. Tout à fait. Pendant 3 ans. Et pareil, donc j'ai multiplié les activités, les interventions, les points de vue, jusqu'à arriver à ma dernière année où, franchement, j'ai cru que j'avais reçu une dague dans le cœur. Alors déjà un petit peu avant, ça m'avait fait mal, parce que j'avais montré un poste de postdoc en Angleterre qui m'intéressait beaucoup, et ma directrice de thèse m'avait dit « Oui, enfin ça c'est pour les gens qui ont fait une bonne thèse. » Voilà, donc j'étais en mode « Ah, le petit poignard dans le dos, merci !» Et ensuite, à la fin de ma dernière année, elle m'a dit « Ah oui, mais en fait, je vais pas pouvoir vous soutenir pour l'année suivante. Ça fait trop longtemps, vous n'avancez pas. Et là, je peux pas continuer à vous soutenir pour que vous ayez un postdataire parce que comme ça fait 3 ans, vous n'aurez plus de postdataire. » Moi, j'étais « Ah, parce qu'en fait, vous me souteniez que parce que j'avais le postdataire. J'aurais aimé le savoir avant, en fait. Parce que dans ce cas-là, j'aurais pris d'autres dispositions. J'aurais probablement arrêté ma thèse avant. » Là, je pensais sincèrement que j'avais une chance. Donc voilà, ça m'a fait un second petit coup dans le dos. Donc, encore une fois, je pense que ma directrice de thèse n'a pas vraiment mesuré ce qu'elle m'a dit. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Ah, j'étais profondément dégoûtée. Je me suis sentie trahie aussi, parce que j'avais l'impression que j'avais passé les 3 dernières années à bosser pour rien. En fait, elle m'avait juste indulged, comme disent les Anglais. Donc, sur le dos, tapoter la tête et puis elle m'avait laissé continuer un peu dans mon petit caprice en sachant pertinemment que ça allait s'arrêter à ce moment-là. Ça m'a assez violemment foutu sur l'arrière-train. Surtout que, encore une fois, j'avais plein de projets encore. J'aidais à l'élaboration d'un festival. Et voilà, et elle me sort ça. Et je me suis retrouvée un peu comme de rond de flanc en mode, ok, on arrête alors. Et là, c'est elle qui a eu l'air de paniquer un petit peu. On était en train de discuter par Zoom, parce que, en l'occurrence, l'organisation du festival l'avait prise, notamment parce que la personne à la tête de ce festival la connaissait. Donc voilà. Et elle était, mais vous allez quand même faire le festival, hein. J'ai un peu rigolé jaune, en mode tiens, quand c'est pour fournir du travail gratuit, par contre, ça vaut le coup que je sois là, hein, c'est cool. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui sclérose la thèse, hein. Tout le travail gratuit qu'on fournit parce que soi-disant ce sera bon pour le dossier, parce que soi-disant ça aidera à se faire des contacts et en fait on se fait exploiter. Du coup, pendant tes années de thèse, t'as eu des financements ou comment ça s'est passé ? 0 financement, c'est pour ça que j'ai travaillé tout le temps. Donc honnêtement, pour ce que ça coûtait à l'université, ils auraient pu me laisser continuer, hein. Je leur donnais 500 € tous les ans pour avoir le droit de continuer ma thèse. J'avais 0 financement, je montais des projets, j'aidais gratuitement, c'était tout bénef pour eux. Oui, je suis un peu amère sur ce point. Et après cette annonce, comment t'as rebondi ? Alors déjà, avant de rebondir, j'ai coulé un petit peu. J'ai plusieurs jours où je pense qu'on peut dire que j'étais sous le choc. J'ai énormément dormi ces jours-là. C'est comme s'il y avait une corde qui avait lâché à l'intérieur en fait. Et donc j'ai dormi. Et ensuite, j'ai la colère qui a pris le dessus. Ça a été aussi ma méthode de survie. Et je suis partie en mode, ils veulent pas de moi. Ok, qu'ils aillent se faire. Mais je les ai insultés un peu de tous les noms, ma directrice de thèse, l'école doctorale, l'université, le système, l'éducation nationale, voilà. Et je me suis dit, dans ce cas-là, tant qu'à faire, on va faire quelque chose où moi je peux en profiter et qui me causera pas autant de dégâts mentaux. Parce qu'il y avait ça aussi, au bout de ces 3 années d'ATER, j'ai continué à me réparer mentalement. Et plus ça allait, moins j'acceptais la situation dans laquelle j'étais.
Et moi, je trouvais ça normal, justement, d'être toujours confrontée avec des retours négatifs, d'être toujours dans le flou. Parce que c'est bien de savoir ce qu'il faut pas faire, mais concrètement, ce qu'il faut faire, je le sais toujours pas. Et je crois que j'avais besoin de m'énerver un peu aussi, parce que depuis que j'avais atterri sur le divan de cette psy, enfin plutôt son fauteuil quand j'étais à l'étranger, j'avais gagné beaucoup de compréhension sur le fait qu'en fait j'étais un individu et qu'il y avait des choses que personne ne devrait avoir à subir. Et ça s'était encore renforcé en étant à terre à l'université, où je voyais des pauvres étudiants qui arrivaient et qui étaient en train de se faire cramer par la machine. Ça m'a paru insupportable de continuer à cautionner ce système. Oui, du coup, durant toutes ces années, tu as appris à prendre du recul, en fait, à t'analyser toi et la situation, notamment grâce au psy. Et ça t'a donné envie un peu de militer et d'entendre ta voix, quoi. Tout à fait. Et de faire davantage entendre la cause de la santé mentale dans les études en général et pour les doctorants en particulier. Donc j'ai fait des actions par rapport à ça pendant le confinement, après le confinement. Je pense que ça a un peu aidé. C'est l'époque où ça commençait à devenir un sujet, parce qu'à l'époque, juste avant, on n'en parlait pas. Puis il y a Bien dans ma thèse, je crois, et d'Octopus qui ont fait une grosse enquête. Voilà, j'ai participé à diffuser l'enquête au niveau de mon UFR et de ma fac. Et j'ai fait plein de choses par rapport à ça, parce que plus ça allait, oui, plus ça me paraissait crucial. Et plus ça m'horrifiait de voir qu'en fait, tout le monde savait. Mais personne ne faisait rien. Parce qu'ils considéraient que c'était comme ça, ou les plus cyniques considéraient que si t'en bavais pas pendant que tu faisais tes études, alors c'était pas des vraies études. Enfin, on marche sur la tête à ce stade, c'est pas du tout mon idée de la poursuite des études. Donc voilà, ça a participé à mon dégoût de ce travail. Pourtant, j'adore enseigner, mais c'est ce que je disais avant, les conditions d'enseignement m'ont plus ou moins jeté hors de la maison parce que je ne supporte pas l'idée que moi-même, je peux infliger à mes étudiants ce que j'ai vécu. Et même si par miracle, j'arrivais à pas leur infliger, ça changerait rien à la situation parce que je suis une prof parmi tant d'autres. Au moins, ça c'est quelque chose qui m'a pas mal réconfortée. Je sais que j'ai au moins offert un espace à des étudiants où ils se sentaient à peu près bien pendant 3 ans. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Voilà, j'aurais aimé pouvoir continuer à le faire, mais si moi je me crame, pour le coup, ça va pas le faire non plus. Et j'ai beaucoup insisté avec eux sur justement l'importance de leur santé mentale et l'importance de prendre soin d'eux. Donc je sais que c'est compliqué. Il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, je sais, mais là j'ai pas le choix, ce que je comprends aussi. Donc voilà, ça reste un nœud gordien. Et je suis pas entièrement satisfaite de comment ça s'est fini, mais bon, voilà, on fait comme on peut. Et si un doctorant qui écoute ce podcast se reconnaît dans les épreuves que tu as traversées ou est en plein dedans, est-ce que tu aurais des conseils à lui donner que toi, tu aurais peut-être aimé savoir avant ou pendant? Alors oui, déjà je dirais, la recherche c'est pas tout le temps. T'as le droit de t'arrêter. T'as le droit de faire des pauses. Les week-ends, c'est pour tout le monde. Même si ton directeur de thèse, il t'envoie des mails à 3h du matin le samedi, c'est son problème à lui. Toi, t'as le droit de pas répondre. Je dirais aussi attention au café, parce qu'on n'y pense pas, mais ça n'aide pas. Parce que c'est vraiment la boisson qu'on propose en circulation partout, dans l'UFR, dans toutes les salles des doctorants, il y a une machine à café, tout ça. Mais le problème, c'est que quand on commence à avoir des troubles mentaux, ça peut être un facteur aggravant, notamment en aggravant tes insomnies. Alors quand tu as déjà de l'anxiété et qu'en plus tu fais des insomnies, ça va être le serpent qui se mord la queue. Du coup, doucement sur le café. Et aussi ne pas rester isolé. Ce qui m'a permis de tenir aussi longtemps, c'est d'avoir réussi à atteindre des gens qui traversaient les mêmes difficultés que moi et justement avoir partagé avec eux. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup soutenue. Donc je dirais que c'est les 3 points les plus importants. Et du coup, où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ton parcours? Alors aujourd'hui, j'ai un peu tout envoyé bouler. Je dois dire qu'effectivement, la remarque de ma directrice de thèse a fait une espèce de catalyste. Et je me suis posée, je me suis dit, bon là, la situation où je suis, c'est une impasse. Je ne suis pas prête à accepter ce qui vient après. Si je reste dans l'éducation nationale, ça va mal se passer. Donc, il faut que je change de parcours.
Alors ça m'a fait beaucoup hésiter parce que j'avais déjà changé de parcours auparavant dans ma vie. Mais je me suis dit que bon, ne pas changer de parcours et finir en burn-out ou risquer de galérer au début, mais trouver une voie où ma santé mentale serait mieux prise en compte, en fait, il n'y avait pas vraiment de choix. Donc voilà, j'ai un peu tout envoyé balader, j'ai quitté l'éducation nationale. Par contre, j'ai pas officiellement quitté ma thèse, il faudrait que je le fasse, mais bon, comme j'étais dans un gros ras-le-bol sur le coup, j'ai jamais envoyé le mail qui disait ciao, je me barre. C'est pas grave, ils ont dû s'en rendre compte là maintenant. Et donc, je suis allée chercher des choses, alors d'une part du côté de ma grande passion, qui est l'écriture. Parce qu'au final, en parallèle de tout ça, j'ai quand même écrit des livres, dont un a été publié, il y en a 2 autres qui vont être publiés l'an prochain. J'ai une grande expérience dans le milieu littéraire. Du coup, pour le moment, je me suis installée comme bêta-lectrice, correctrice à mon compte. Et ça me va bien, parce que qui est-ce qui fait les horaires? C'est moi. Qui est-ce qui prend soin de ma santé mentale? C'est moi. Et à côté, je cherche un emploi un peu plus stable, ne serait-ce qu'à mi-temps, parce que quand on commence, pareil, la bêta-lecture, c'est difficile d'en vivre. Et c'est pour ça que je démarche des entreprises, de préférence des grosses entreprises qui ont des CE, qui ont des plans pour prendre soin de leurs employés, ce genre de choses. Et j'ai des retours plutôt positifs. Là, notamment, je suis en discussion avec une entreprise internationale. Alors certes, ce sera plus de l'enseignement et probablement ce sera un boulot que je pourrais faire un peu avec le cerveau endormi, mais au final je m'y retrouverai parce que c'est pas un boulot qui me fera souffrir mentalement. Alors en plus sur le petit point bonus, etc. Le fait que je termine ma thèse en avance, pour ainsi dire, ça me permet aussi de passer à d'autres trucs que j'avais prévus dans ma vie et que j'avais mis de côté à cause de ma thèse. Donc là avec mon compagnon, on essaie d'avoir un bébé. C'est cool, je passe à un nouveau stade, mais c'est aussi quelque chose que j'avais mis de côté par rapport à cette incertitude, par rapport à la thèse, par rapport au poste où je savais jamais où j'allais atterrir, etc. Et ça me fait très plaisir de pouvoir aller de l'avant dans ma vie. Pour finir le podcast, la question finale, qu'espères-tu à travers ton témoignage? Alors, j'espère que les gens qui viendront après moi n'auront pas à passer par les mêmes épreuves, que grâce à ce témoignage, éventuellement, ils pourront se rendre compte que eux aussi, probablement, ils ont un trouble anxieux ou peut-être ils sont déprimés et éventuellement aller chercher de l'aide parce que, bon, mine de rien, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Et là, ça me rappelle une terrible anecdote. Je suis allée voir 2 psychiatres quand j'étais à l'étranger, parce que j'étais obligée d'aller en voir un autre pour me faire prescrire un médicament. Et celui-là m'avait fait passer le fameux test de la dépression et m'avait dit d'office « Ah mais je vous enlève des points parce que vous êtes en thèse et c'est normal d'être déprimé. » Et voilà, je voudrais que les gens derrière moi n'écoutent pas ce genre de discours et se rendent compte que c'est pas normal. Et que s'il y a un problème, ça peut devenir grave vite et que dans ce cas-là, il faut se faire aider, il n'y a pas de honte. Voilà. J'espère aussi que ce discours ne sera pas répété et que grâce à ce témoignage, les gens prendront conscience de certaines choses. En tout cas, je te remercie énormément pour avoir accepté d'être venu, d'être livré et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et je te remercie encore pour ce témoignage très touchant. Merci à toi. Pour éclaircir quelques notions liées à ce témoignage, nous allons désormais retrouver Éline et Kali, psychologues, afin de basculer dans leur univers. Bonjour Éline, bonjour Kali. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de venir et de soumettre vos regards sur cette situation. Donc, bienvenue dans ce podcast. Dans ce témoignage, Gwendoline elle parle de troubles anxieux qu'elle a ressentis. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point ou du moins expliquer comment on pourrait identifier les troubles anxieux qui existent ou du moins se focaliser sur quelques-uns? Les troubles anxieux, c'est une problématique qui est vaste. Bon, déjà, un trouble anxieux, ça a la même base, c'est le dysfonctionnement de l'émotion qui est la peur. Donc on a plusieurs types de troubles anxieux, on a plusieurs domaines, mais bon, le plus gros, celui qui réunit un peu tous les domaines, en fait, c'est le TAG, le trouble anxieux généralisé, dont Gwendoline a pu parler lors de son témoignage. Donc le TAG, c'est vraiment une anxiété qui est permanente à propos de tous les sujets. Tout va être source d'anxiété. Par exemple, je suis sur les toilettes,
Et puis je me dis, mais si le plafond s'effondrait sur moi là, mais comment je ferais pour m'en sortir? Mais est-ce que je mourrais ou pas? Et qui le saurait? Comment on appelle les nanas? Enfin bref, voilà, c'est ça le tag. C'est je suis anxieux à propos de tout, tout, tout. Et on remet tout en doute. On doute de tout, on se fait tous les scénarios possibles, souvent les pires évidemment. Ouais, Pour sinon c'est pas bien drôle. nous rassurer, bah oui. Bah oui. Et ça amène à mettre en place des comportements spécifiques liés à l'anxiété, comme tout vérifier tout le temps, donc les vérifications, l'évitement. Donc j'évite les situations qui pourraient me causer trop d'anxiété. Donc ça fait qu'on s'enferme de plus en plus, en fait, on fait de moins en moins de choses, c'est dangereux. Les ruminations, évidemment, hein, donc les pensées en boucle comme sur les toilettes, justement. Et ça peut conduire aussi, comme chez Gwendoline, à nous pousser à mettre en place des rituels. Parce que le rituel, c'est rassurant. Il y a moins d'incertitude et le cerveau adore tout ce qui est ritualisé. Donc on est poussé vers ça. Quand ces rituels deviennent vraiment répétitifs, qui nous prennent beaucoup de temps dans la journée, on peut dévier vers ce qu'on appelle un TOC. Donc c'est un trouble obsessionnel compulsif. Donc en gros, les critères pour être vraiment rapides là-dessus, c'est qu'il faut à la fois donc, des obsessions, donc des inquiétudes très poussées sur un domaine particulier, par exemple la propreté. Ouais, j'ai très peur des microbes, je veux que tout soit nickel. Et il faut à côté des compulsions, donc c'est un comportement donc répétitif que je me sens obligée de réaliser pour soulager mes obsessions. Donc c'est une forme d'évitement en fait. Me laver les mains plein de fois, c'est une forme d'évitement de mon inquiétude par rapport aux microbes. Donc c'est là que ça devient un TOC. Voilà. Oui, et ce qu'on a aussi, ce qu'on remarque beaucoup dans les troubles anxieux, ce sont les attaques de panique. Donc les attaques de panique, c'est justement quand on a un événement qui est très stressant, donc la peur se déclenche de façon brutale, très brutale. Et donc là, notre système nerveux sympathique s'active plus pour fuir face au danger. Donc dans nous, il se passe des trucs affreux. L'impression qu'on va mourir, en fait, qu'on a le souffle coupé, on a très chaud. Des vertiges, ouais, on a des des tremblements, on peut avoir la nausée, envie d'aller aux toilettes, des douleurs. Enfin voilà, il se passe vraiment beaucoup de choses dans notre corps qui fait que la situation devient effrayante. Surtout quand on ne sait pas que c'est une crise de panique. On se dit mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Mon cœur va lâcher, si ça se trouve je vais mourir. Enfin, qu'est-ce que je suis en train de faire? Beaucoup de personnes finissent aux urgences à cause d'attaques de panique parce que ils savent pas ce que c'est en fait. Et quand on sait pas, c'est très inquiétant, surtout au niveau cardiaque effectivement. Alors le cœur peut battre plus vite. Mais ça peut aussi être une sensation de palpitation, vous savez, le cœur qui cogne très très fort sous la poitrine. Ça peut faire flipper quand même. Et puis l'étouffement, genre je suffoque, j'ai plus d'air, waouh. C'est ça. Et comment on peut la calmer de façon temporaire, cette crise d'angoisse? La crise d'angoisse, c'est notre système nerveux sympathique qui est activé, donc il faut activer le système nerveux parasympathique. Seul moyen de l'activer de façon efficace, c'est avec la respiration, parce que les poumons, c'est les seuls organes sur lesquels on peut agir directement. Donc, il va falloir respirer. Nous, ce qu'on conseille beaucoup, c'est faire de la cohérence cardiaque. Donc, la cohérence cardiaque, c'est j'inspire 5 secondes doucement et j'expire 5 secondes doucement. Faire ça pendant 5 minutes, et là, ça va activer notre système nerveux parasympathique et le retour au calme va être favorisé. Par contre, c'est vrai que c'est bien de s'entraîner quand même à le faire en dehors des attaques de panique, parce que bon, quand on est sur le moment, c'est difficile de se concentrer sur cette respiration. C'est ça, c'est pas une respiration naturelle pour la plupart des gens, c'est très lent. Donc il faut vraiment être habitué à le faire pour que, au moment où c'est l'urgence, on puisse sortir la carte cohérence cardiaque à temps, quoi. Ouais. Il y a des applis qui sont très bien, Respire Relax ou Petit Bambou par exemple, qui permet d'avoir cette cohérence cardiaque qui est guidée. C'est ça, avec des choses visuelles ou des sons qui permettent aussi de se concentrer sur autre chose que l'attaque de panique. Ouais. Parce que le souci de l'attaque de panique, c'est qu'on l'entretient avec nos pensées, puisque donc on ressent les sensations dans notre corps. On peut se dire waouh, je suis en train de mourir ou je suis en train de faire une attaque de panique, c'est horrible. Donc on est en train de penser et on entretient l'attaque qui peut durer des dizaines de minutes, voire des heures des fois. Donc l'objectif, c'est de couper cette rumination en pensant à autre chose. Donc la cohérence cardiaque, pour ça, c'est pas mal. Oui, c'est vraiment un cercle vicieux, comme Cali vient de le décrire. Et parfois, quand on est habitué, entre guillemets, à faire des attaques de panique, c'est même un mal-être physique qui ressemble à une attaque de panique qui peut en déclencher. Par exemple, j'ai la nausée parce que je fais une intoxication alimentaire ou j'ai mangé quelque chose de pas bon. Et ça va déclencher une attaque de panique parce que ça me rappelle ce que je ressentais lors de ma dernière attaque de panique. Ou j'ai bu du café, j'ai le cœur qui bat vite, je vais faire une attaque de panique.
Et donc ça peut aussi être un trouble qu'on appelle le trouble panique. Donc le trouble panique, c'est la peur d'avoir peur. Donc c'est la peur de faire des crises de panique. Oui. Donc quand on a peur de faire une crise de panique, on fait une crise de panique, hein, sinon c'est pas... Voilà. Donc on fait la crise de panique, ça nous traumatise encore un peu plus. Du coup, en plus si on le fait dans une situation, un contexte particulier, par exemple je fais une crise de panique dans le train, je me dis potentiellement je vais en refaire une dans ce train plus tard. Donc du coup qu'est-ce que je fais ? Je vais pas dans le train, donc j'évite. Donc du coup, prends plus le train. Donc je prends plus le train. Une phobie. Voilà. J'ai fait une crise de panique dans la rue quand il y avait du monde. Du coup, je vais pas aller dans la rue quand il y a du monde. Et petit à petit, on s'enferme. Et là, on peut justement s'épuiser et ça peut aussi mener à la dépression, par exemple. Et vu que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément connu ou compris de façon globale dans la société, comment, si toi tu ressens tout ça, tu peux l'expliquer à une personne de ton entourage qui n'est pas forcément au courant de ton état et de ce que c'est ? Déjà, il faut être soi-même au clair avec ce qu'est un trouble anxieux et ce que sont les attaques de panique, donc comment ça marche. Je pense que quand la personne est au clair avec ça, c'est déjà plus facile pour l'expliquer à l'entourage. Et après, utiliser des mots simples en disant, voilà, tu vois, moi j'ai ma peur qui dysfonctionne, ça crée des troubles anxieux, donc il y a des situations dans lesquelles je me sens pas bien et j'ai besoin de me poser, de respirer pour me calmer. C'est ça, donc expliquer à notre entourage quand on est assez en confiance avec eux, évidemment, on peut pas le dire à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Mais leur expliquer que là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est une épreuve pour moi. J'ai plus l'habitude de le faire. Ça va générer du stress, donc j'aimerais qu'on y aille doucement. Ou voilà. Donc, pas hésiter en fait à dire aux autres. Et déjà, rien que le fait de dire aux autres qu'on est stressé, ça désamorce un petit peu la chose. C'est déjà un soulagement en soi. Et après, pour vraiment qu'une personne pas du tout anxieuse comprenne ce que ça fait, on peut de temps en temps verbaliser ce qui se passe dans notre tête. Donc lui dire, là tu vois, je suis en train de penser à ce fameux plafond qui va me tomber dessus, et puis comment on va faire, et puis si toi t'es blessé, mais ça va être horrible, je vais devoir aller chercher le téléphone, sauf que je l'ai oublié, puis il a plus de batterie en plus, donc faut que je le branche. Voilà. Lui dire tout ça, il va se rendre compte, ah oui, ça doit être fatigant. Ça. Ouais. Ça doit être fatigant au quotidien d'être dans ta tête. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Et ce qu'on n'a pas dit et qui est important d'avoir en tête, la seule façon de combattre l'anxiété, c'est de s'exposer. Voilà, ça, il faut vraiment le garder en tête parce que si on ne s'expose pas, on n'apprend pas à faire face. On est toujours dans l'évitement. Et du coup, comme on n'apprend pas à faire face, on n'a pas les bonnes stratégies. On se fait encore plus de mourons à propos de toute la situation. Donc, c'est vraiment important de se confronter aux situations qui nous font peur pour voir qu'on peut gérer, on peut y arriver et que ça va bien se passer. Et ça va être dur. On sait qu'on va passer par un moment où on va être dans le mal, on va peut-être avoir une crise d'angoisse justement, mais il faut garder à l'esprit que ça va passer. Parce que le système nerveux sympathique dont on parle ne va pas rester activé des heures et des heures. Et à un moment donné, le corps s'habitue au stress et ça va rediminuer. Mais il faut lui laisser le temps en fait. Donc c'est beaucoup de patience et beaucoup de courage, parce que s'exposer à ce qui nous fait peur, évidemment, c'est difficile. Mais voilà, il faut y aller aussi petit pas par petit pas, évidemment. Sinon, on peut créer un traumatisme aussi. Si on se lance dans quelque chose qui nous fait peur... Si vous avez la phobie des araignées et qu'on vous lance dans une fosse à araignées, je pense que voilà. Ça va pas forcément vous aider. Ça va diminuer. À la fin de la journée, ça ira, vous serez pote avec les araignées, mais potentiellement, ça va pas du tout être agréable. Voilà. Donc s'exposer progressivement, c'est vraiment la seule clé en fait pour progresser. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et d'avoir délivré toutes ces informations. J'espère que ça va permettre de mieux faire comprendre toutes les subtilités et les zones obscures de l'anxiété. Tu viens d'écouter le témoignage de Gwendoline et la vie expert d'Eline Ekali. Ce témoignage a pour but de déstigmatiser ces situations complexes, mais ne remplace en aucun cas un suivi thérapeutique. Si tu ressens un besoin d'aide et d'écoute, rapproche-toi de ton entourage, professionnel de santé ou encore association. Des ressources sont indiquées dans la description. Tu peux nous suivre sur Instagram et Twitter. Pour nous soutenir, n'hésite pas à t'abonner à notre compte sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour tout partenariat et ou envie de partager ton histoire, contacte-nous à l'adresse mail suivante: svb-off@outlook.fr. Nous remercions chaleureusement Gwendoline d'avoir accepté de se livrer. Ce témoignage a été recueilli et réalisé par Amélie Gauthier, Marine Leclerc et Noémie Slavski. Nous remercions Lucia Dorley, Lucia Musique sur Instagram, pour l'enregistrement et le mixage, ainsi qu'Eline Ekali
psychologues de profession, connus sous le nom de Psychobaye sur Instagram, pour leurs connaissances scientifiques apportées. Et merci à toi de nous avoir écoutés, et à bientôt pour un nouvel épisode.